Bonjour à tout le monde pour cette semaine de l'éco-conception et du Green IT sur le magazine Programmé et plus spécifiquement sur programmé.com. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Lemaire. Raphaël, merci à toi d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Oui, je peux faire ça. Je suis donc Raphaël Lemaire, je suis directeur technique à Zenica et spécialiste du numérique responsable. Du coup, ça m'a amené à collaborer avec Programmé, avec Magazine Kaizen et puis d'autres choses encore. Et puis je donne pas mal de formations, je fais des audits, je fais différentes choses sur le sujet. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait de faire de l'éco-responsable dans une ESN comme la tienne? Euh, Concrètement, alors pour nous, on est plusieurs à Zenica à être Green Advocate, c'est-à-dire à s'occuper de la transition écologique de Zenica, donc à prendre des actions qui ne sont pas que au niveau du numérique, pour améliorer ce que fait Zenica à ce niveau-là. Donc il y a la gestion du parc de machines, il y a la vie de l'agence avec qu'est-ce qu'on utilise comme produits jetables, etc. Donc on a aussi différentes participations à des labels, des groupes d'entreprises qui se veulent plus verts. Donc on a cette partie-là. Et aussi, en tant que professionnel du numérique, en tant que consultant, nous, on a des choses qu'on peut faire dans notre vie pro. Comme je disais, je donne pas mal de formations. J'en ai quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de mieux connaître le sujet et du coup d'être formés, de comprendre les grands enjeux et de ce qu'ils peuvent faire. J'ai eu l'occasion de faire un peu de coaching, de faire des audits. On a des projets à Zenica, alors j'ai pas moi personnellement participé à ces projets, mais on a plusieurs projets qui ont lieu, qui sont à vocation numérique responsable, qui Mhm. viennent de loin, qui sont plutôt à Rennes, agence de Rennes. Donc voilà, donc on peut faire plein de choses, en fait. D'accord. Alors, c'est vrai que tu as participé effectivement à un de nos grands dossiers autour de l'éco-conception, alors plus côté dev à ce niveau-là. Alors c'est vrai que à programmer, ça fait quand même assez longtemps qu'on regarde un petit peu ces problématiques euh, de code et comment en fait aujourd'hui le développeur peut euh, aider à améliorer un petit peu tout ça. Moi, je me souviens qu'on avait fait des dossiers il y a 5 ou 6 ans déjà, même encore au-delà. Donc, c'est pas un sujet nouveau pour nous. On fait mine aujourd'hui de le découvrir, sauf que c'est un sujet quand même assez récurrent dans le monde IT. Euh, Est-ce que tu estimes que le développeur aujourd'hui est assez sensibilisé effectivement à ces problématiques et est-ce qu'il comprend surtout que sa manière de coder ou d'architecturer des infras et des applications peuvent avoir un impact dans comment on utilise des ressources et comment on va effectivement consommer, que ce soit de l'énergie, du réseau, de l'infrastructure, etc. Alors, que les gens soient assez sensibilisés, je ne pense pas qu'on y soit encore. Il y a une grosse vague euh, sur le sujet, enfin, il y a une prise de conscience sur le sujet depuis quelques années, qui fait que d'ailleurs qu'on a toutes ces formations que les gens suivent, mais que globalement dans l'industrie, les gens soient assez sensibilisés au sujet, je ne pense pas. Euh, il y a aussi un truc que je voudrais dire, c'est qu'on a tendance à penser en premier lieu à la consommation de ressources, à se dire on va changer le code. En fait, c'est pas forcément là qu'on a les leviers les plus intéressants, parce que les choses se passent dès la conception du produit. Et c'est, on peut gagner peut-être 10-20% en optimisant le code une fois que tout est produit, mais il y a beaucoup plus de choses possibles à gagner si on conçoit le produit autrement ou un autre produit, quelque chose qui va répondre aux besoins utilisateurs de façon différente. Par exemple, envoyer des emails paramétrables au lieu d'avoir un site qui se visite tous les jours, ça permet d'avoir beaucoup moins de ressources dépensées que si on avait simplement optimisé un site. C'est l'exemple de Price Comparator dans le projet Green Concept que je donne souvent. Il montre que, en fait, euh, on pense souvent à optimiser la consommation de ressources, mais il y a énormément de choses à faire au niveau de la conception. Et il faut aussi non plus pas oublier que l'essentiel de l'impact du numérique au niveau mondial, c'est la fabrication des appareils des utilisateurs. Et que donc le premier gros enjeu, c'est de ne pas pousser à l'obsolescence les appareils des utilisateurs. Et ensuite, ça reste intéressant, mais ensuite seulement, il faut se dire, OK, on économise des ressources pour avoir besoin de moins d'infrastructures. Mmh. D'accord. Alors, si effectivement on revient un petit peu à la manière dont on conçoit aujourd'hui, que ce soit une app mobile, desktop, ou même effectivement un site web,
Alors, je vais prendre effectivement un exemple sans doute un petit peu bête, mais quand on a, mettons, 30, 40, 50 écrans ou formulaires, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire, est-ce que c'est logique d'avoir autant d'étapes? Est-ce qu'on ne peut pas réduire, mettons, une étape de paiement, avoir 2 écrans à un maximum au lieu de 4, hein? J'ai encore fait une expérience encore ce matin sur un site postal français, on va dire ça, où effectivement on a 4 étapes avec 4 écrans souvent très différents. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen là, effectivement, d'optimiser un petit peu tout ça? Alors, même si on entend que ce n'est pas le seul élément, mais est-ce que tu penses que là, effectivement, rien que dans l'UX et la manière de structurer effectivement une app, est-ce qu'on n'a pas déjà un gros travail à faire? Oui, oui, complètement. Quand je parle de conception, il y a un travail à faire au niveau de l'UX, un travail à faire au niveau des fonctionnalités. Donc, il y a des études qui montrent qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Donc, le chiffre, l'étude qui est souvent citée donne un gros chiffre de 80% de fonctionnalités qui sont peu utilisées, voire pas du tout. C'est probablement moins pour beaucoup de projets, mais il y a toujours des choses qui ne sont pas très utiles. Donc ça, on peut voir les analytics, si le projet est déjà en place, pour voir ce qui est vraiment utilisé. Donc il y a le fameux acronyme utile, utilisable, utilisé, pour voir qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on garde, parce qu'on peut enlever des choses dans une appli, c'est pas interdit. Et bien sûr, avoir une UX qui est simple, qui est fluide, le parcours n'est pas plus long que nécessaire, qui permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire, ça permet de faire en sorte que les gens ne perdent pas de temps, qu'il n'y ait pas trop d'échanges client-serveur, qu'il n'y ait pas trop de ressources dépensées, et que du coup, on économise un petit peu, ça va dans la direction qu'on souhaite. Après, c'est pas non plus, il y a aucun absolu. Par exemple, si avoir un écran en plus, ça permet aux gens de se rassurer sur le tunnel dans lequel ils sont et que ça leur permet de se dire ok, c'est bon, c'est bien ce que je veux, par exemple. Dans le cas pour l'accessibilité pour la fracture numérique, ça peut être le genre de choses qu'on fait exprès de faire, de rajouter un écran. Là, c'est pas interdit. Il n'y a pas d'absolu. Par contre, un écran qui va être comme, par exemple, pour un site français très connu, les gens viennent pour acheter complètement autre chose et ils ont un écran intermédiaire qui leur demande de louer une voiture et il faut chercher comment passer. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas dans la direction qu'on souhaite parce qu'on a un besoin qui n'est pas celui de la plupart des gens qui viennent acheter sur le site, qui est et c'est imposé, et du coup là on a un écran qui est gaspillé. Là on pourrait l'enlever. Alors, je présume que si on va aussi dans cette optique-là, on peut même parler de sobriété au niveau interface, hein. Donc, pas d'animation mais inutile, pas de graphisme non plus inutile, pas de multiplication des typos, etc. Non? Oui, en fait il y a plein de choses. En fait, tout ce qui est inutile, on peut essayer de l'enlever pour y gagner en bande passante, en ressources consommées, en nombre de requêtes, etc. Donc, si on parle d'applications web, on a les mêmes principes pour une application mobile, hein. Tout ce qui est inutile, ça fait potentiellement des choses qu'on peut économiser pour avoir moins de ressources dépensées. Donc, c'est des choses qui vont dans le bon sens. C'est pas obligatoire de ne pas avoir de police custom, par exemple. C'est une façon d'avoir moins de requêtes, moins de bande passante. C'est un truc qu'on peut regarder, mais c'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui est obligatoire. C'est ce qu'on trouve dans les référentiels, ce qu'on trouve dans les référentiels de pratique de Runeti.fr, de l'INR ou du gouvernement français, c'est des pistes pour s'améliorer. Et il y a, à part les trucs très généraux du style, mais des choses comme économiser des polices, c'est pas obligatoire, c'est des pistes d'amélioration. D'accord. Alors, l'autre élément, effectivement, que l'on voit souvent, il y en a deux qui me viennent à l'esprit, hein. Ce sont les mises à jour qui sont parfois énormes, et notamment dans le mobile, hein. On voit des mises à jour de jeux qui pèsent parfois 300 mégas, 400 mégas. Alors, je ne parle même pas de mise à jour de certains logiciels de bureautique, où parfois c'est 1, 2, 3 mégas. L'installation de logiciels, alors là, on est quand même dans de l'obésité quand même du software quand même, à ce niveau-là, non? Oui, il y a beaucoup de logiciels qui sont très très gros et qui n'ont pas forcément de bonnes raisons de l'être. Il y a l'exemple de la suite Office qui est souvent donné où on dit bah oui, quand j'étais moi au collège dans les années 90, Microsoft Word faisait tourner sur ma machine qui avait 150 mégas de mémoire en tout. Donc, je pouvais faire à peu près la même chose qu'aujourd'hui avec Microsoft Word qui prend 150 mégas de mémoire sur ma machine qui est beaucoup plus puissante, certes, mais du coup, on se dit, bah, en fait, on répondait aux mêmes besoins avec beaucoup moins. Et après, si on remonte un peu au début de l'informatique, on a la mère de toutes les démos, la fameuse vidéo avec les gens qui communiquent.
ils sont en téléphone analogique et ils travaillent en réseau sur les documents partagés, avec une interface, c'était 1968, donc on a quelque chose qui est pas ce qu'on a aujourd'hui comme interface, mais ça rame pas et ils travaillent ensemble. Donc on pouvait déjà faire des choses très utiles avec beaucoup moins de ressources que maintenant. Et donc ça veut dire qu'on a beaucoup de progrès possibles, on a beaucoup d'optimisation possible avant d'arriver à des limites. Pas des limites au niveau hardware. Après, il y a plein d'autres limites qui sont les compétences des gens, les stacks qui existent, les outils qui existent, les documentations, etc. pour arriver à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a des marges de progrès possibles assez intéressantes. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qu'il faut aujourd'hui pour faire un Hello World en Java ou même en C#, ou ce qu'on faisait il y a quelques années, longtemps quand même, je prends un exemple d'un Hello World effectivement basique, on se dit mais c'est vraiment une inflation de ressources et on se dit mais comment on est arrivé à quelques cas pour faire un Hello World effectivement en basique et comment aujourd'hui il faut 1 giga de RAM pour faire la même chose en C# ou en Java. Alors, je ne sais pas pour C#, mais en Java, si la taille minimale recommandée pour JVM, c'est 128 mégas. Moi, j'avais fait des tests. En fait, j'avais testé une application avec GraalVM, avec donc compilé, donc c'était compilé pour du natif avec GraalVM, et j'étais descendu à 10 mégas, et j'étais descendu à 60 mégas pour comparer avec mon autre appli web qui faisait la même chose. Donc, on n'est pas forcément à 1 giga pour un Hello World, je pense qu'on peut arriver à beaucoup moins. Mais en fait, c'est pas des choses qui sont faites pour écrire Hello World. C'est par exemple la JVM Java, elle est faite pour faire des grosses applis qui tournent pendant trop longtemps. Oui, ça c'est vrai. Du coup, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est pour ça aussi, il y a une étude qui est souvent citée, par exemple, sur la performance des langages de programmation au niveau énergie. Et en fait, il y a des limites énormes parce que tu sais comme moi que rien qu'en Java, si on fait des benchmarks entre telle ou telle façon de faire, on va avoir des différences énormes. Du coup, ça veut dire quoi? Une appli Python, une appli Java, je suis sûr qu'en Python, il y a plein de façons de faire la même chose de façon différente, avec des performances complètement différentes. Et du coup, c'est forcément très limité comme comparaison. Donc, oui, on peut dire qu'il y a de fortes chances que si on programme très très bien en C, on va faire quelque chose de plus performant que même un bon programme Java. Mais il y a plein de nuances possibles et on peut faire des choses très bien avec les stacks actuels. Et il y a des technos, comme je disais, comme je parle de Quarkus, de Micronaut ou de Spring Native qui est en cours de développement. Ça, c'est des choses que j'ai envie de suivre parce que ils le font pour pouvoir répondre au nouveau type d'architecture avec Kubernetes, avec le fait de devoir lancer des pods rapidement, qui veut qu'une petite taille mémoire et qui démarre vite. Mais ça va aussi dans le sens de consommer moins de ressources, donc c'est intéressant. Il y a le trade-off de plus avoir les compilations just-in-time et du coup de perdre en capacité à long terme. Mais vu que c'est des pods qui ne vont pas rester longtemps, si on parle de principe que ce sont dans des pods Kubernetes, vu qu'ils ne vont pas rester très longtemps en mémoire, parce qu'ils vont être popés et retirés, ce n'est pas forcément grave. Donc il y a des choses à suivre, même sans parler de revenir à du C, de l'assembleur, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce que tu penses qu'il y a des langages qui sont plus optimisés, en tout cas qui permettent d'être plus économes en ressources que d'autres? Parce que c'est vrai qu'on oppose souvent les langages non compilés, les langages compilés, donc les langages natifs. Est-ce qu'on fait ce comparatif à juste raison, ou est-ce que pour toi c'est une fausse bonne idée? Comme je disais, dans l'absolu, effectivement, je pense qu'on peut arriver à faire plus performant avec des langages qui sont compilés et qui vont. Mais il y a plein de nuances à ajouter. Par exemple, si on compile du C, du C++ avec une architecture abstraite, genre x86, on rate énormément d'optimisation possible pour les processeurs sur lesquels elle va s'exécuter au final. Ce que ne fait pas la JVM Java avec la compilation just-in-time, parce qu'elle sait sur quelle architecture elle peut faire des optimisations plus importantes. Il y a des benchmarks, j'en ai pas là sous la main, mais il y a des benchmarks pour lesquels une appli Java est plus rapide qu'une appli compilée équivalente. Donc il y a plein de nuances possibles. Dans l'absolu, oui, si on fait de l'assembleur et qu'on fait tout au maximum en tirant tous les curseurs, tout va bien. Mais pragmatiquement, dans DSI maintenant, avec les compétences des gens actuels, si on parle, alors je parle de Java parce que c'est ce que je connais mieux, hein, mais ça marche aussi pour Python, pour PHP, pour Node, je suppose. Si on part de ce qui existe et qu'on optimise
je rappelle, hein, c'est pas optimiser le premier truc à faire. Hein, optimiser, c'est intéressant, mais c'est pas forcément là qu'on a les plus gros leviers pour économiser des ressources. Donc, si on parle de ce qui existe et qu'on optimise, on va pouvoir faire plein de choses. Et en fait, est-ce que tu penses que le code historique, donc tout ce qu'on appelle le legacy, va poser un problème effectivement à un moment donné parce qu'on n'utilise pas les compilateurs JIT actuels ou les moteurs de rendu actuels. Et est-ce que là, on n'a pas non plus une problématique de gestion de la ressource, en tout cas de consommation de ressources, qui se justifiera de moins en moins? Le code legacy, en soi, le fait d'utiliser, pour le just-in-time, pour le JIT, c'est une question de lancer la JVM et de la paramétrer, donc c'est pas une question de code legacy. Après, le code legacy, il peut ne pas être performant pour différentes raisons, s'il est mal écrit. Et ça, ça gère, comme n'importe quel autre problème de code legacy, en fait, c'est un des problèmes possibles. Problème de lisibilité, problème de fait que fonctionnellement, ça répond pas aux besoins, qu'il y a des bugs. Problème de performance, ça va se gérer de la même façon avec les mêmes outils, écrire des tests, essayer de comprendre ce que ça fait, et puis c'est la gestion de code legacy de la même façon. D'accord. Quels seraient pour toi les 5 conseils, les 5 pistes qu'un développeur pourrait avoir en tête pour être un petit peu plus éco-responsable, en tout cas prendre cette dimension en compte? Non, pour moi, se former, comprendre les grands enjeux, les actions clés, enfin les grands enjeux, c'est-à-dire pourquoi on s'embête avec cette histoire de Green IT, pourquoi le numérique pollue, comment, où est-ce qu'est la pollution. Je parlais de la fabrication des équipements des utilisateurs, c'est important d'avoir ça en tête. Le fait qu'une infrastructure numérique, c'est une fois qu'elle est fabriquée et allumée, on a déjà dit beaucoup de choses. Ça, c'est des points importants à avoir en tête. Le deuxième point, je dirais que c'est en fait se positionner en tant que membre d'une équipe et parler aux PO, parler aux UX, parler aux UI, parce que c'est tout le produit en fait qu'il faut éco-concevoir. C'est pas, quand on dit éco-conception, c'est pas optimisation technique, c'est la conception du produit en entier. Et comme je disais, on a les plus gros leviers intéressants à actionner si on regarde au niveau du produit, si on l'optimise un petit bout. Ensuite, il faut que j'en trouve 3 autres. Ensuite, du coup, être vigilant sur les points d'amélioration possibles pour économiser des ressources. Il y en a plein. Faire attention à l'effet rebond. Je vais en mettre un 4e pour l'effet rebond. Ça ne restera plus qu'un à trouver. Faire attention à l'effet rebond parce que, par exemple, avec le cloud, vu que tout est facile, tout est rapide, on peut en une commande avoir plus de machines, avoir plus de mémoire, on a moins d'incitation à optimiser. Et du coup, on peut très vite tomber dans un travers. On lance plein d'environnements de test. J'ai un collègue, par exemple, qui me disait qu'il avait 30 environnements de test parce qu'il avait 3 environnements par pays et 30 pays, et 10 pays. Et du coup, ça faisait 30. Voilà. Donc il avait 30 environnements qu'on ne peut pas tous utiliser tout le temps, forcément. Oui, mais puis en plus, c'est des environnements qu'on oublie parfois de désactiver et de supprimer. Et ça donne encore plus de consommation et de ressources qui sont plus ou moins actives et qui dorment là sans vraiment qu'on les utilise au bout du compte, non? Oui, puis du coup, ça va. En fait, c'est dommage parce que c'est des choses qui sont réservées, qui ne sont pas utilisées, alors que ce qu'il faut pour économiser des ressources au niveau back, au niveau, disons qu'on est sur un cloud public, c'est libérer les ressources pour que l'opérateur puisse compresser tout sur le moins de machines possible pour qu'il y ait le moins d'infrastructures allumées possible. Ouais. C'est comme ça qu'eux, ils y gagnent financièrement, donc, et on gagne aussi au niveau de l'impact environnemental. Et donc, du coup, vraiment, libérer les choses, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et 5e point, je l'avais en tête. J'avais trouvé un truc qui était bien. C'est pas grave, ça va me revenir. Alors, l'autre élément aussi qu'on compare assez souvent, hein, si là on revient un petit peu plus proprement effectivement à l'éco-conception, c'est la taille des sites web, c'est la taille des pages web, de tous les assets techniques. Hein, je pense effectivement aux vidéos, je pense aux images. On a vraiment une croissance totalement exponentielle quand même à ce niveau-là. Alors exponentielle, je ne sais pas s'il y a strictement la fonction exponentielle, je ne sais pas, mais bon, on a une grande croissance. Surtout, alors au niveau du trafic internet, c'est beaucoup de la vidéo, effectivement. Donc il y a des choses à faire là-dessus. Au niveau
Au niveau de nos applications, de nos sites web, en fait, la réduction de la bande passante, c'est une des façons d'économiser des ressources pour avoir besoin de moins d'infrastructures, mais aussi de moins déclencher l'obsolescence des appareils, parce au niveau client, c'est ça qui va jouer, de dire, ne pas casser la compatibilité avec, Mm. par exemple, des vieux navigateurs, des vieux OS. C'est possible encore, même avec des navigateurs Evergreen, il y a des possibilités de... Enfin, réputés Evergreen, il y a des possibilités d'avoir des cassures. Par exemple, le cycle de vie de Safari est lié à celui d'iOS. Donc, si on est sur un appareil qui est bloqué dans une version d'iOS particulière, Safari n'est pas mis à jour. On peut avoir le même problème sur les Chrome OS, par exemple. Une version de Chrome est bloquée. Du coup, les navigateurs qui sont censés être evergreen comme Chrome peuvent être bloqués dans une vieille version. Et du coup, on peut provoquer l'obsolescence d'une machine, par exemple un Chromebook, en poussant une instruction JavaScript qui n'est pas supportée par ce navigateur. D'accord. Alors, ce que l'on oublie souvent aussi, alors ça, c'est le côté dev, parce que je pense que les côtés des designers, on va y penser, mais c'est tous les assets graphiques, c'est tous les assets en multimédia. Là, effectivement, on peut gagner aussi pas mal de place et donc de trafic aussi, mais in fine. Je prends l'exemple des images. Là-dessus, effectivement, on oublie souvent de travailler dessus, alors qu'il y a des moyens, effectivement, d'optimiser tout ça aussi. Oui, il y a une pratique dans la V4 des 115 bonnes pratiques des co-concessions web de Greennative.fr qui sort. La V4 sort la semaine prochaine. Et il y a une nouvelle pratique dedans qui est fournir une alternative texte au contenu multimédia. Donc, si on a un fichier audio ou un fichier vidéo, on peut avoir une version texte du contenu qui, du coup, est lisible sans télécharger le fichier multimédia pour les gens qui préfèrent le texte. Et c'est mieux au niveau SEO et au niveau accessibilité, puisque le texte est plus facile à gérer dans ces cas-là que le multimédia. Donc, on y est gagnant en plein de niveaux, en bande passante et pas que. Et les gens qui ont envie de regarder la vidéo peuvent toujours le faire. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place sans forcément que ça coûte très très cher. C'est ce que font des sites comme TED ou France Info ou autres qui ont des contenus multimédia et qui fournissent un mot de texte. C'est pas non plus, enfin, c'est quelque chose que les gens ont déjà vu sur le web. Et au niveau de l'optimisation des images, on peut faire plein de choses. Il y a, des formats modernes comme le WebP, il y a beaucoup d'optimisation possible. Alors on peut aller même jusqu'au dithering, comme le fait le site du Lotech Magazine, sur son expérimentation pour avoir quelque chose de très léger, ou Dalkia, Dalkia.fr, c'est une filiale d'EDF, en tout cas c'est lié à EDF, et ils ont un site, c'est un site vitrine pour montrer qui ils sont, mais ils ont des images optimisées très très fort. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais on peut bien optimiser les images avec des commandes images magiques, tout ce qui va bien. On peut se passer d'images aussi, si c'est juste de la décoration, pourquoi pas. Quelque chose que j'avais fait aussi, parce que les gens qui gèrent le contenu sur les sites, pas forcément des gens techniques, et donc ils sont pas forcément à l'aise pour utiliser au mieux des assets comme ça. Ce qui peut être fait, que j'avais fait dans une mission, c'est de créer une application qui sert de proxy entre l'image et l'application qui utilise l'image, et qui permet d'optimiser à la volée, puis ensuite de mettre en cache les images qui sont utilisées par l'application. Donc le gestionnaire de contenu met une image en très grosse résolution dans un coin, et quand l'application web y accède, elle sait quelle taille elle veut, par exemple 200 par 200, et il y a une appli entre deux qui utilise pour avoir quelque chose de très léger. Ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en place. D'accord. Est-ce que le choix de la bonne techno, du bon outil pour le bon développement, le bon projet, ça rentre aussi dans les bonnes pratiques? Je prends un exemple, effectivement, peut-être ne pas utiliser un VS Code ou même effectivement un VS Studio ou un NBeans ou ce qu'on veut, alors qu'un simple éditeur de texte pourrait suffire dans bien des cas. Est-ce que ça fait partie un petit peu des réflexions que l'on doit avoir? Alors, le choix de la bonne technologie, clairement, oui. Après, le choix de l'IDE, je ne pense pas que ça fasse une grande différence. Peut-être que tu vas user un peu plus vite la batterie de ton ordinateur portable, mais ça ne va pas représenter énormément d'électricité. Par contre, sur l'application déployée, choisir la bonne technologie, ça peut faire des grosses différences. Par exemple, des pages statiques plutôt qu'une architecture avec une base de données et puis des pages qui sont générées dynamiquement. Pour des sites qui sont relativement statiques, où les pages ne changent pas beaucoup, c'est plus économe et ça fait aussi, c'est plus facile à déployer, plus facile à escaler et ça a moins de surface d'attaque. C'est la fameuse architecture Jamstack, par exemple. Ouais. C'est très poussé par la communauté du numérique responsable. Ou d'autres exemples, un exemple que j'aime bien donner, c'est si vous avez à faire
une application qui a besoin d'utiliser beaucoup de données, qui va être utilisée que sur des ordinateurs de bureau, qui a besoin d'avoir plein d'écrans avec plein d'interactions de compliquées, etc. Faire une RIA, une SPA avec du Angular, du React, c'est complètement logique. Par contre, si vous faites une application qui va être utilisée en situation de mobilité, par exemple pour aller voir les sentiers de randonnée en Normandie, où est-ce qu'on peut se ravitailler, ce genre de choses, ben là, du coup, le choix est plus discutable. Bon, est-ce qu'on envoie un méga edit JavaScript dans ces conditions-là? Voilà, donc il faut voir par rapport aux besoins, il n'y a pas d'interdiction, il faut juste arriver à se dire bah, dans quel cas telle ou telle chose va être intéressante. Et en fait, il n'y a aucun absolu, il n'y a aucune technologie qui est fausse ou juste à dans tel ou tel contexte. Même quelque chose qui est super lourd, imaginons que vous avez, je ne vais pas donner de nom de technologie parce que sinon je vais me faire brûler, mais un langage, un framework qui est réputé hyper lent, peut-être que dans certains contextes, s'il y a 10 utilisateurs et que pour arriver à sortir un produit rapidement ou pour arriver à répondre à un besoin rapidement, ça peut être intéressant, quitte à le changer après. Il n'y a pas d'interdit. S'il y a assez peu d'audience, d'ailleurs, pas forcément utile de se poser des grandes questions d'optimisation de quelques kilos. Par contre, si vous avez des millions d'utilisateurs, économiser 10 kilos ou plutôt 1 méga par page, disons, parce que 10 kilos, c'est trop petit, là, ça devient très intéressant. Ouais. Ah, effectivement, alors ça c'est intéressant que tu cites un petit peu le Jamstack. Hein. C'est vrai que c'est une approche qui est très pertinente dans beaucoup d'usages. Et ce que je dis assez souvent, que ce soit du Jamstack ou autre chose, c'est pourquoi utiliser effectivement les gros bulldozers comme du WordPress ou du Drupal, encore pire, hein, parce que bon, c'est super puissant, c'est très complexe, mais si effectivement un Jamstack suffit, pourquoi aller chercher effectivement un vrai CMS comme Drupal au bout du compte, hein. Je pense que oui, il y a plein de cas où on rate l'opportunité d'avoir des pages statiques. Si les administrateurs ne changent pas le site tous les jours, que c'est une fois par mois, peut-être qu'il y a une petite modification de contenu, c'est peut-être pas utile d'avoir un CMS compliqué. Du coup, on pourrait y gagner plein de ressources à ce niveau-là. Après, il y a des cas où ça ne marche pas. Hein. Les cas, si vous avez un espace client, par exemple, chaque page est différente selon qui se connecte, ça ne marche pas. On ne va pas générer une page statique pour chaque client. Est-ce que tu penses que l'approche du clean code et la manière de nettoyer les projets, les codes, supprimer tous les codes morts, toutes les ressources qui ne sont pas utilisées, les assets qui sont anciens, même dans son GitHub ou GitLab, faire le ménage, est-ce que ça peut rentrer dans cette démarche un petit peu plus globale, à ton avis? C'est bien de faire ménage, ça fait du bien. Mais sans plus, quoi, en fait, c'est ça? Pardon? Sans plus, quoi, en fait. C'est une bonne pratique, mais c'est pas indispensable. Avoir un livrable plus petit, ça peut être utile dans certains cas, effectivement. Mais je suis pas sûr que c'est là qu'on y gagne le plus. Il faut voir, il faut mesurer. Peut-être qu'il y a des applications où supprimer un asset, ça va changer beaucoup de choses. Mais c'est le code qui est exécuté, finalement, qui va produire de la consommation de ressources une fois en production. Là où la qualité de code, pour moi, alors, il peut y avoir des problèmes d'efficience avec des choses qui sont mal écrites. Mais l'intérêt surtout de faire quelque chose de propre, de lisible, de maintenable, de modifiable, c'est que justement on peut le modifier facilement et que si on veut changer quelque chose, ce sera plus facile de le faire, si on veut améliorer l'efficience par exemple. C'est là que c'est intéressant. Donc il y a cette connexion-là. Après, économiser des ressources, si on peut économiser des ressources en faisant le ménage, tant mieux, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas général. D'accord. Ok. Écoute, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à toi et j'espère que ça a donné des idées, en tout cas des pistes de réflexion aux développeurs, aux CTO et aux DSI qui nous écoutent. Un grand merci à toi et à très bientôt. À bientôt.